Yves Coppens, à vous le pupitre. Euh, Votre titre, La vie après la mort, ce qui ne laisse pas de m'étonner comme titre. Et j'ai dit professeur parce qu'un certain nombre de professeurs ont été cités par Monsieur le maire et par Francis, et ça n'avait pas été redit, et ça avait l'air de vous embêter. Vous aimez bien ce titre, Bah, vous vous rendez aussi. compte, ça fait 35 ans ou quelque chose comme ça que je suis prof, alors quand même. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers amis, alors je vais vous raconter une histoire. En 1995, vous vous rendez compte, en 1995, donc ça fait un certain temps, 13 ans, je suis invité en Afrique du Sud. Je vais assez souvent en Afrique du Sud, mais il se trouve que je suis invité en Afrique du Sud. J'arrive à Johannesburg, je passe une nuit à l'hôtel, et le lendemain, on m'attend avec un petit autobus et 7 autres collègues. Nous étions 8 scientifiques. Et on nous emmène dans une grotte, ce qui est normal, hein. Moi c'est mon boulot. Donc ce n'était pas surprenant qu'on nous emmène dans une grotte. Et cette grotte s'appelait Gladys Vale. On arrive dans cette grotte, il y avait un feu, un faux feu d'ailleurs. Il y avait un gaz derrière qui alimentait le feu. C'est dommage, c'est pas beau, mais c'est comme ça. Et puis il y avait 8 sièges qui étaient des arbres coupés, pour que ça fasse plus rustique sans doute. Et donc on nous a fait nous asseoir sur ces sièges. Et il y avait des caméras partout, et un garçon, visiblement le réalisateur, nous dit, voilà, on vous demande de nous raconter l'histoire de l'homme en 2 jours. Débattre entre vous de l'histoire de l'homme. Et il y aura 4 sessions, et en 4 sessions, vous commencez avec les préhumains et vous allez jusqu'à l'homme moderne, et on va faire des films pour les universités, les écoles, et puis le grand public sud-africain. Bon. Il y avait un Anglais, un Américain, un Canadien, 2 Sud-Africains, une Kenyenne, un Chinois et moi le Français. Alors, quand même, je lève le doigt et je dis au réalisateur, notre communauté des paléoanthropologues n'est pas très grande, mais quand même, 8, ce n'est pas beaucoup. Pourquoi nous? Et il me dit, because you are old. Ah, ben, bien là. 1995, j'avais 61 ans. Je vous laisse le temps de compter. Je venais d'avoir un fils, je trouvais que c'était un peu dur quand même. Et alors il me dit, the discussion will be better, la discussion sera meilleure, because your ego is lower. Alors je dis, vous pouvez répéter? Il me dit, yes, because you are old. Donc voilà. Je prends l'avion pour rentrer à Paris, je tombe sur des journaux, et il y en avait un qui disait « On vieillit dès la naissance ». Alors ça m'a rassuré quand même. Donc ça laisse un petit peu de sang. Mais la page suivante, c'était épouvantable. Je ne sais pas si ce sera confirmé par ces jours-ci. Écoutez, monsieur le maire, vraiment c'est effrayant. La sénescence est un déclin. Progressif, irréversible, universel et cumulatif. J'ai presque envie d'arrêter là, quoi. Non, je comprends que vous preniez des notes, Dominique. En fait, il y a un certain nombre d'indicateurs dont on va parler ces jours-ci, qui sont le poids, la capacité respiratoire, l'acuité visuelle, vous voyez. Il n'y a pas longtemps, mais quand même, j'ai bien vu, j'ai l'acuité auditive. Comment? L'état bucco-dentaire. Regardez la manière dont on roule la langue dans sa propre bouche pour essayer de voir s'il en reste. La force musculaire, bien sûr, les pathologies chroniques, ça va de soi. Et puis les facteurs culturels, sociaux, psychologiques dont on aura l'occasion de parler. Alors pourquoi j'ai dit la vie après la mort? Ben, c'est tout simple, parce que moi je n'ai que de l'os à me mettre sous la dent. Et j'ai donné ce titre tout simplement parce que j'avais envie de venir à Saint-Tropez, et parce que le vieillissement n'est pas tellement ma spécialité,
Donc il fallait que je m'en tire pour trouver un prétexte pour venir. Donc apparemment ça a marché puisque je suis là, oui. Donc je peux vous raconter n'importe quoi maintenant. Alors quand on trouve un os, comme ça m'arrive, hein, puisque c'est mon travail, qu'est-ce que j'en fais? Ben, le premier travail, c'est d'arriver à trouver le sexe du propriétaire de l'os en question. Ça s'appelle sexer en anglais, il n'y a pas vraiment de terme français. Petit à petit, ça passe dans le langage français, mais ce n'est pas très joli. Et alors, comme vous le savez, enfin, il y a un os complexe d'ailleurs, particulièrement important pour ça, c'est le bassin. Et le bassin, quand on l'a, je ne dis pas qu'on est sauvé, mais quand même, ça permet de déterminer plus facilement le texte. Les dimensions chez la femme en sont agrandies. Il y a un pubis carré ou pas, hein, c'est un petit peu quelquefois difficile à déterminer. Le pubis est plus long que l'ischion, enfin je vous passe les détails. Il y a une échancrure sciatique qui est plus large. Donc on arrive sur un bassin à déterminer le sexe. C'est comme ça que Lucie n'a pas été Lucien. Et vous savez, la petite Lucie qu'on a trouvée en 1974, quand on a dit que c'était Lucie, ça n'a pas fait beaucoup de discussions sur le coup. Et puis ensuite, il y a un collègue suisse qui a fait d'ailleurs un très bon travail et qui nous a reproché d'en avoir fait une femme et qui proposait, lui, d'en faire un homme. Et de façon très méchante, au lieu de l'appeler Lucien, il l'appelait Lucifer. C'est quand même pas gentil. Et on a refait des études dessus. Non, Lucie est bien une fille, il n'y a pas de problème. Sur les os longs, on arrive parfois aussi à différencier le sexe, mais c'est plutôt une question de format. Sur les os longs, les articulations sont plus petites, les muscles sont moins marqués. Sur le crâne, le torus, ici, je regarderai tout à l'heure, est moins fort, plus faible. Le processus mastoïde aussi est un petit peu plus faible. La crête nucale, là derrière, est aussi plus faible. Mais tout ça, quand même, ce sont des subtilités. Et on dit que chez les femmes, le menton serait plus pointu, alors qu'il est plus carré chez les hommes. Ça, je doute un petit peu. Enfin. Et alors, plus intéressant pour nous ici, ensuite, on recherche l'âge individuel. Alors là aussi, il y a un mot anglais, aging, mais âgé comme verbe, en français, c'est pas encore passé dans les mœurs. Alors, pour trouver l'âge individuel, excusez-moi, il y a... Vous voyez, c'est le vieillissement, naturellement. Il y a bien sûr les histoires dentaires. Et les dents, il y a leur degré d'éruption. La M1 chez l'enfant, la M2 chez l'adolescent, la M3, la dernière molaire, chez le jeune adulte. Et ensuite, la M3 usée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on avait donné une vingtaine d'années à Lucie, ce qui était un peu excessif. C'est parce que 20 ans, pour nous, c'est un peu symbolique, pour nous aujourd'hui. Et en fait, Lucie a toutes ses dents, y compris sa dernière molaire, mais sa dernière molaire n'est pas encore usée. Et ceci donne quand même des informations. Et par ailleurs, on travaille aussi sur la minéralisation de la dent. Et pour ça, on a recours à des radiographies. Et on travaille aussi sur la microstructure de l'émail dentaire. Ça paraît quelque chose de secondaire et en fait c'est très intéressant et très très compliqué, bien plus compliqué que l'on imagine, avec des stries et des bandes et des choses intéressantes qui apparaissent sur l'émail quand on regarde l'émail au microscope. Et ce sont des stries qui poussent, enfin dont la croissance est périodique. Et la croissance est probablement circadienne. Donc ça permet de déterminer l'âge de manière assez précise. J'ai un élève argentin qui travaille là-dessus et qui arrive à des résultats très, très impressionnants qui sont un petit peu débattus, mais c'est normal en sciences. Et par ailleurs, bien sûr, il y a les questions de fusion. Ça, vous savez ça sûrement par cœur. Un os long est par exemple fait d'une diaphyse et puis de deux extrémités qu'on appelle des épiphyses. Et le tout n'est pas soudé tout de suite, ça se soude au fil de l'existence.
Et on a donc des tableaux de repérage pour savoir quand ces épiphyses se soudent, quand la suture métopique, la suture qui est ici au milieu du front, soude les deux ossifications du front. Quelquefois, il n'y en a qu'une, mais la plupart du temps, il y en a deux. Et ça se fusionne aussi très tôt. Ça se voit assez bien sur les radiographies, ça. Les trois parties du bassin, le pubis, l'ischion et l'ilion, c'est pubis et ischion qui se soudent d'abord, l'ilion ensuite. Et puis on se repère sur aussi la fusion des anneaux épiphysaires des vertèbres. Vous avez dû voir ça sur des squelettes. Enfin, je sais bien qu'on n'est pas forcément confronté à des squelettes. Moi, c'est permanent, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a des anneaux épiphysaires qui ne se soudent au corps vertébral qu'à un certain âge, autour de 20 ans en fait. Avant, ils sont flottants, puis après, ça se soude. Et entre 20 et 30 ans, on a un autre repère, c'est le sternum, dont l'extrémité, la clavicule, dont l'extrémité vers le sternum, l'extrémité sternale, se soude à peu près à ces âges-là. L'extrémité sternale aussi de la première côte, l'extrémité sternale de la quatrième côte, la symphyse pubienne, en fait, etc. Enfin, tout ceci pour vous dire qu'on a des repères. On a des repères qui valent ce qu'ils valent, d'autant plus qu'on n'est pas sûr que ces repères aient toujours existé et toujours eu la même signification. Mais enfin, on a des moyens quand même de tenter des propositions d'âge et de les recouper par plusieurs méthodes. Alors, à quoi ça aboutit ? Ça aboutit à une idée sur l'espérance de vie. C'est très impressionnant. Enfin, Hervé Lebras vous en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, sans peine. L'espérance de vie pour les pré-humains, les australopithèques par exemple, juste avant que n'apparaisse l'homme, c'était dans la mesure où on fait de l'actualisme, c'est-à-dire où on projette les informations de ces gens-là sur notre vie aujourd'hui ou inversement, on arrive à une espérance de 15 à 17 ans. C'est très peu. Et en ce sens, la belle Lucie, dont on dit cette jeune fille de 20 ans, c'était une dame bien avancée en âge et donc non pas une jeune personne qui attendait de trouver un Lucien. Elle devait déjà avoir un certain nombre d'enfants lorsqu'elle est morte. Et encore une fois, est-elle morte à 20 ans ou un petit peu avant? C'est très difficile à dire. Alors ensuite, ça s'allonge un petit peu, 20-25 ans pour les premiers humains, les premiers hommes. Et ensuite, ça reste pendant très très longtemps, entre 30 et 40 ans, l'espérance de vie. On en parlait tout à l'heure avec Dominique Leglu pour les Néandertals, par exemple, qui nous sont si proches. 40 ans, c'était déjà un âge très 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 avancé. Ça débouche aussi sur quoi? Ça débouche sur les densités de population. Et là, j'ai des chiffres amusants pour le paléolithique supérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en Europe hein, entre 10 000 et 30 000 ans. En gros, entre 10 000 et 30 000 ans. Sur cette période-là, la densité de population sur l'Europe est de 0,14. 0,14 habitants au kilomètre carré. Et pour vous donner une idée, c'était à peu près, je crois qu'on avait calculé 0,12, la densité des chasseurs indiens au moment de l'arrivée des Européens. Donc les chasseurs dans la grande prairie d'Amérique du Nord, c'était aussi 0,12 habitants au kilomètre carré. Dans la savane de Tanzanie, on compte 0,3 habitants au kilomètre carré. Et dans les déserts, genre Australie ou Afrique, 0,03. Donc finalement, 0,14, c'est pas si mal que ça. Et ça aboutit modestement, je préfère me défendre tout de suite, vers des effectifs, vers des calculs d'effectifs qui sont très surprenants. Vous allez voir, il y a de quoi quand même réfléchir. Il y a un travail récent a été fait sur 3000 sites de cette période du Paléolithique supérieur. Donc encore cette période de 10 000, 30 000. Hein. Enfin, dans l'autre sens, 30 000, 10 000. Eh bien, ça représente pour l'Europe
pour l'ensemble de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. 10 à 12 000 habitants. 10 à 12 000 habitants. Alors quand on parle d'histoire d'hybridation entre les Homo sapiens dits Cro-Magnons et les Néandertals, il faut quand même se rappeler aussi que ces gens-là avaient de l'espace et qui ne se rencontraient pas tous les 3 jours, quoi. Sauf en congrès à Saint-Tropez, naturellement. Donc 10 à 12 000 habitants, ça monte un petit peu seulement vers la fin du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire au Magdalénien, 18 000, encore une fois pour toute l'Europe. Et puis ensuite, la fin de la glaciation, de la dernière glaciation survient. On arrive à ces périodes qu'on appelle le tardi-glaciaire, où les gens sont encore chasseurs-cueilleurs, avec des chiffres de 55 000, ce qui est pour toute l'Europe, encore une fois, 55 000, ce qui est pas mal. Et puis un bond extraordinaire, un baby-boom, peut-être paléo-baby-boom, au néolithique, parce que le néolithique, c'est quoi? C'est le dernier réchauffement climatique, si je puis dire, avant celui que nous vivons, le dernier réchauffement climatique. Les gens s'arrêtent pour cueillir, pour mieux cueillir, et comme ils s'arrêtent d'ailleurs, ils vont cultiver, mais s'arrêtant pour cueillir, ils deviennent sédentaires, ils ont beaucoup plus de temps, ils ont de la nourriture végétale récoltée, ils commencent à domestiquer les animaux, ils ont de la nourriture carnée sur pattes, donc dans leur petite maison avec les végétaux d'un côté, la viande de l'autre, ils ont plus de temps pour leurs loisirs, si on peut appeler ça comme ça, et on passe de 55 000 à 180 000. 180 000, ça fait un saut considérable. C'est le premier grand, enfin sûrement pas le premier, mais c'est quand même un grand mouvement dans la démographie terrestre. On a calculé qu'entre 12 000 et 10 000 ans, entre 12 000 avant aujourd'hui et 10 000 avant aujourd'hui, on est passé sur la Terre de 500 000 habitants à 5 millions. 5 millions. Alors qu'il a fallu attendre 1800 et quelques pour avoir le premier milliard. Mais ça, c'est autre chose. Donc, voilà quelques données. Et moi, j'ai été très, très surpris. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un. Vous savez peut-être pas, mais il se trouve que dans mes aventures, depuis 1999, je vais en Sibérie. Et je travaille en Sibérie notamment dans une presqu'île qui s'appelle la presqu'île de Taïmyr. Alors presqu'île, ça vaut ce que ça vaut, hein. En fait, elle fait plus de 400 000 km² quand même. Pas la France, hein, mais quand même 400 000 km². Et bien sur 400 000 km², on m'a dit qu'il n'y avait pas 2000 nomades. C'est dire que finalement, les chiffres des nomades du Paléolithique supérieur ne sont pas tout à fait surprenants dans certaines circonstances et dans certains milieux écologiques, bien sûr, dans certains biotopes. Alors l'os, par ailleurs, je voudrais vous en dire encore quelques mots, si c'est possible. L'os, rien que l'os, hein, encore une fois, pour savoir sur le mort pourquoi il est mort. Et là, on passe de la surface de l'os, c'est-à-dire de son modelé, de sa sculpture, et qui est déjà pleine d'informations, à son tissu, et puis ensuite à ses éléments constitutifs, et finalement à son ADN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, rien que sur l'os, analyser beaucoup de choses. Alors, un exemple en particulier, Aurorine est un fossile de 6 millions d'années, qui est un pré-humain, qui est pré-Lucie. Et Aurorine a révélé sur la surface de son fémur un petit relief qui s'appelle la ligne âpre en anatomie. Et la linea aspera, c'est là que s'insère le gluteus maximus. Et le gluteus maximus, c'est le grand fessier. Ce sont les fesses, tout simplement. Et savoir qu'un personnage de 6 millions d'années, grâce à ce petit relief sur l'os, a des fesses, ça signifie qu'il est debout.
parce que les fesses ne sont utiles, enfin, pardonnez-moi, il y a peut-être d'autres usages, mais que pour essentiellement pour la station debout et l'équilibre du corps redressé. Alors les articulations ensuite, bien sûr, sont précieuses. C'est comme ça qu'on a vu que Lucie, non seulement était debout et marchait sur ses deux pattes de derrière, mais continuait à grimper. Au-delà des articulations l'histologie, comme je vous ai dit, on fait des coupes et on regarde quel est le tissu osseux, comment il se présente. Et on comprend bien que le tissu ne se présente pas de la même manière si on est à quatre pattes ou si on est debout. Il y a quand même la pression du corps sur les os qui fait que les corticales sont plus minces lorsqu'elles sont à la surface de la tête du fémur, par exemple. Et ensuite, on descend dans les éléments constitutifs. Par exemple, on a récemment, utilisant certains isotopes du carbone et de l'azote, démontré que l'homme de Néandertal adorait la viande et qui mangeait autant de viande que les loups de son voisinage. Et on vient de démontrer, ça je trouve ça superbe, on vient de démontrer sur un Néandertal de Grèce que, alors qu'il avait 3 sources d'eau dans son voisinage, il allait plus volontiers chercher l'eau à 2 de ces sources plutôt qu'à la 3e. Et ceci grâce à l'étude du strontium de ses dents. Donc je veux dire qu'après la mort, sur les restes qu'au bout du petit vieillissement de l'époque, ces gens ont bien voulu nous laisser, l'étude du strontium et l'étude du strontium des 3 os en question, des 3 os EAUX cette fois, nous montre que ces gens allaient plus volontiers chercher de l'eau à certaines sources plutôt qu'à d'autres. Et enfin, on arrive à l'ADN, et il y a eu une déclaration il y a peu de temps d'une chercheure d'ailleurs, qui a annoncé que sur un Néandertal de Belgique, d'un site qui s'appelle Skladina, 100 000 ans, elle avait réussi à décrypter l'ensemble de l'ADN mitochondrial. Alors je voudrais vous dire autre chose à ce sujet, c'est qu'on parle maintenant de clonage, et ce n'est pas théoriquement impossible, ça pose quand même des problèmes éthiques terribles. Clonage d'un animal, à la limite, moi ça ne me gêne pas. Clonage d'un Néandertal, on n'y est pas, on n'y est pas. Mais je lisais dans le Herald Tribune il n'y a pas longtemps que celui qui s'en préoccupe, comme il est gêné vis-à-vis des hommes actuels de tenter un jour peut-être un clonage d'hommes de Néandertal, il se tourne vers les chimpanzés parce qu'ils ne sont pas très éloignés de nous sur le plan de l'ADN. C'est épouvantable, c'est effrayant. Nous, on s'efforce de montrer que l'homme de Néandertal est du genre humain, même si c'est d'une autre espèce, que c'est un homme tout à fait civil et qui, là, parmi nous, ne ferait pas tâche. Et voilà qu'on veut le cloner, enfin en usant d'une femelle chimpanzé pour arriver à cloner à nouveau le Néandertal. Enfin bref. Quelques mots, 2 minutes, pour vous parler de pathologie. Quand même, c'est important. Alors encore une fois, moi je n'ai à me mettre sous la dent que de l'os, je l'ai déjà dit, et donc il faut que la maladie se marque sur l'os pour que je puisse la déceler. Mais il y en a. Il y a d'une part un certain nombre de maladies infectieuses comme la lèpre, comme la syphilis, comme la tuberculose, et puis bien sûr comme les ostéomyélites, ostéites, méningites, puis les abcès et les suppurations et les fistulations variées. Ça se voit très très bien sur l'os. Ça aboutit d'ailleurs à des résultats très très intéressants. Certaines tumeurs, lorsqu'elles sont ossifiantes, sont conservées. Certaines maladies congénitales, lorsque les séries squelettiques sont importantes, sont aussi conservées. Des maladies dégénératives qui sont importantes pour le vieillissement, et notamment les rhumatismes, toutes les affections chroniques ostéo-articulaires se voient forcément très bien. Mais comme l'homme préhistorique, on l'a bien entendu, n'arrivait pas tout de suite à l'âge de l'arthrose, on ne retrouve l'arthrose que sur les derniers d'entre eux, les derniers hommes de Cro-Magnon ou les Néandertals. Et à ce sujet, il y a de très beaux exemples
d'assistance et de solidarité. Il y a un pauvre bonhomme de 100 000 ans qui est mort à Shanidar, c'est en Irak. Il y a eu hélas beaucoup plus de morts depuis, comme vous le savez trop bien. Mais ce monsieur de 100 000 ans a été enterré avec des fleurs sur sa tombe, probablement dans la tombe, etc. Et ce monsieur avait dû avoir un accident, enfin avait dû avoir un traumatisme, parce qu'il avait des quantités de fractures graves, et toutes ces fractures étaient ressoudées, c'est-à-dire qu'il a dû vivre quand même un petit peu par-delà ses blessures. Enfin, tout ça, c'est très amusant, et on pourra peut-être en parler dans la discussion. Et c'est au bord du vieillissement, puisque j'en suis à la mort, si j'ose dire, et je ne voudrais pas abuser de votre temps. Alors, en conclusion, j'avais envisagé le début du bouquin d'un médecin que j'ai bien connu, qui est mort il y a peu de temps, qui s'appelle le docteur Raymond Oudard. Et il disait, le cœur n'est qu'une pompe, ça on le sait bien, hein. Le poumon n'est qu'un soufflet, le rein n'est qu'un filtre, mais pas grand-chose quoi. L'intestin qu'un tube, donc on peut très bien remplacer tout ça. Alors il était embêté pour le cerveau quand même. Mais Étienne-Émile Beaulieu nous en parlera demain. Et en conclusion des conclusions, j'avais trouvé une belle parole de Georges Clemenceau qui disait « Quand on est jeune, c'est pour la vie ». Et en conclusion de conclusion, je voudrais vous dire quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, parce que, comme vous l'avez bien calculé, j'ai 74 ans, donc je commence à sentir aussi les effets de ce déclin. Et quand on vieillit, malheureusement, comme vous le savez, il y a trois choses, hein, retenez bien, 1, 2, 3 qui échappent. Premièrement, la mémoire. Deuxièmement, je ne me rappelle plus. Troisièmement, j'ai oublié. Merci.